Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français, en direct de Beijing. Et nous débutons ce journal en Syrie, où au moins 14 civils ont été tués lorsque des missiles ont frappé un hôpital pour enfants, une école et d'autres sites dans la ville d'Azaz, ville située près de la frontière turque et qui est contrôlée par les rebelles. Des résidents de la ville disent qu'au moins 5 missiles ont touché l'hôpital dans le centre-ville et une école située à proximité. Les réfugiés tentaient de quitter la ville alors que l'armée syrienne pilonnait le secteur. Un témoin a par ailleurs expliqué qu'un endroit où plusieurs habitants s'étaient réfugiés a été touché par des bombes larguées par des avions qu'il croit être russes. Le premier ministre turc, Ahmed Davutoglu, a déclaré qu'Ankara ne laissera pas la ville d'Azaz, qui est située dans le nord de la Syrie, tomber aux mains de la milice kurde YPG. Ils peuvent bien dire qu'ils ne reculeront pas, mais cela ne veut rien dire. Ils ont déjà reculé. Des membres des YPG ont été chassés d'Azaz. S'ils s'approchent à nouveau d'Azaz, ils vont être confrontés à une forte réponse. Nous ne laisserons pas Azaz tomber aux mains des Kurdes. Le monde entier devrait le savoir. Le premier ministre Davutoglu a fait cette déclaration alors qu'il se rendait en Ukraine, où il est en visite officielle. L'artillerie turque a visé des cibles kurdes durant le week-end. Ankara insiste pour dire que cela était une réponse selon les règles d'engagement. Le gouvernement syrien a condamné Ankara et exhorté l'ONU à agir dans ce dossier. M. Davutoglu a ajouté que la Turquie prendrait les mesures nécessaires pour contrer les unités de protection du peuple kurde, les YPG. Par ailleurs, le ministère turc des Affaires étrangères s'est dit choqué par le fait que le département d'État américain considère Ankara au même titre que les insurgés des YPG. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, a appelé à la mise en place du cessez-le-feu en Syrie, alors que les ministres des Affaires étrangères sont réunis à Bruxelles. Il y a quelques jours à peine, tous les acteurs régionaux et internationaux assis autour de cette table ont adopté des décisions pour un cessez-le-feu, une cessation des hostilités et les modalités pour réaliser cela. Nous espérons que toutes les parties respecteront leur engagement pour rendre possible sur le terrain une cessation des hostilités en démarrant par Alep et permettre l'accès de l'aide humanitaire. Federica Mogherini a également déclaré au cours du Conseil des Affaires étrangères qu'elle n'avait pas constaté de climat de guerre froide au cours de ces derniers jours. La semaine dernière, le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, avait déclaré lors du forum de Munich sur les politiques de défense que le monde glissait vers une nouvelle guerre froide. Dans le même temps, avant la réunion, le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, avait confié que des troupes au sol pourraient s'avérer nécessaires en Syrie pour maintenir la trêve. L'agence de presse sud-coréenne Yonhap a fait savoir que la République populaire démocratique de Corée avait formé un nouveau corps d'armée. Son rôle est de déployer l'unité mobile du missile balistique intercontinental KN-08. Plus de détails. Selon les sources de l'agence de presse, cette décision signifie que Pyongyang s'apprête à positionner le missile. Des responsables américains affirment que le système du missile est opérationnel et serait capable de frapper la plupart des États américains. Par ailleurs, les États-Unis ont déployé davantage de systèmes de défense solaire Patriot en Corée du Sud, à la suite du lancement d'une fusée par la RPDC. Selon l'armée des États-Unis, ce positionnement en Corée du Sud entre dans le cadre de la conduite de l'exercice d'urgence. Les deux alliés débuteront des pourparlers dès la semaine prochaine. Ils évoqueront le possible déploiement du système américain de missiles de défense. La présidente sud-coréenne Park Geun-hye s'est adressée à l'Assemblée nationale suite au récent test nucléaire et lancement d'un missile de longue portée par la République populaire démocratique de Corée. Elle a déclaré que les actions de la RPDC montraient qu'elle ne veut pas la paix et a promis de prendre des mesures fortes contre le pays relativement à son programme nucléaire. Elle a aussi appelé le Parlement de la République de Corée à mobiliser tous les moyens possibles pour résoudre le problème nucléaire de la RPDC. Avant son discours, un porte-parole de la présidence a annoncé que Mme Park profiterait de son allocution
pour insister sur le besoin d'unité nationale afin de prévenir davantage de provocations et d'apaiser les inquiétudes quant à la sécurité. Les officiels disent que la présidente Park expliquera aussi ce qui a amené son gouvernement à fermer la semaine dernière le complexe industriel conjoint de Kaesong en RPDC. Le ministère chinois des Affaires étrangères s'est exprimé contre un possible déploiement du système antimissile américain THAAD en Corée du Sud. Un expert chinois dit à la CCTV que le déploiement ne va pas contribuer à régler les tensions dans la péninsule coréenne, mais va au contraire susciter une course aux armements en Asie-Pacifique. L'un des systèmes de défense antimissile les plus avancés, le système américain THAAD, peut intercepter et détruire des missiles balistiques aussi bien dans l'atmosphère qu'à l'extérieur. À présent, la Corée du Sud permet aux États-Unis de le déployer dans la base militaire américaine qu'ils y ont, une décision prise suite au lancement d'une fusée par la RPDC, République populaire démocratique de Corée, le 7 février. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que ce geste menace la sécurité du pays. La couverture du système THAAD et spécialement son radar en bande X va bien au-delà du besoin de défense de la péninsule coréenne et aura une portée jusqu'à l'intérieur du continent asiatique. Cela va directement nuire aux intérêts stratégiques de sécurité, non seulement de la Chine, mais des autres pays en Asie. L'expert chinois Yang Xiyu dit que d'un point de vue technique, le système THAAD ne protégera pas la Corée du Sud. Et ceci parce qu'il ne fonctionnera que contre des missiles balistiques de moyenne ou de longue portée, mais pas contre ceux de courte portée comme ceux de la RPDC qui menacent Séoul. Le radar du système THAAD atteint 2000 km, ce qui est bien plus vaste que les 300 km de la Corée du Sud. S'il est déployé, son rayon de surveillance pourrait couvrir les régions extrêmes-orientales et sibériennes de la Russie et la plupart de la Chine orientale. Il est clair qu'il vise la Chine et la Russie. L'expert Yang Xiyu avertit que le déploiement possible acculerait la Chine à deux options, chacune d'elles ne bénéficiant à aucune partie. Une option pour la Chine est d'améliorer la capacité de frappe et de pénétration de ses missiles. L'autre est de construire son propre système antimissile. Chacune des deux options va stimuler la course aux armements dans la région. Donc nous en appelons aux parties concernées pour considérer soigneusement cette décision qui entraînera des implications négatives. Revenez pour régler la racine de la menace des missiles de la RPDC, mais ne créez pas de nouveaux problèmes. Et les ministres des Affaires étrangères de la Chine et de la République de Corée ont tenu leur 7e dialogue stratégique de haut niveau ce mardi matin à Séoul. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Zhang Ye-sui ainsi que le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Lim Sung-nam sont les coprésidents de cette rencontre. Au programme, les deux parties devaient échanger leurs points de vue sur les relations bilatérales, sur la situation actuelle en péninsule coréenne, ainsi que d'autres questions d'intérêt mutuel. Le président américain Barack Obama va présider une réunion de 2 jours des dirigeants de l'ASEAN lundi au Suniland Centers en Californie. Un des objectifs de cette réunion est de rassurer les nations pacifiques que la stratégie du pivot pacifique de Washington survivra au départ de Barack Obama de la Maison-Blanche. En tant que président, j'ai par conséquent une décision délibérée et stratégique. C'était une promesse de 2011, de faire pivoter la politique étrangère des États-Unis vers le Pacifique. Le pivot asiatique ou le rééquilibrage de l'Asie. À l'époque, l'économie américaine se remettait encore. Le PIB de la Chine était aux alentours de 9,2%. 5 ans plus tard, alors que le premier président s'autoproclamant du Pacifique donnait son ultime discours sur l'état de l'Union, les militaires américains sont retournés en Irak, demeurent en Afghanistan et les diplomates états-uniens sont préoccupés par les situations en Iran et en Syrie. Il n'y a vraiment pas le sentiment que c'était une idée pleinement formée au commencement. Cela ressemblait davantage de ce côté-ci en Europe à cette sorte de mentalité de la guerre froide selon laquelle si nous ne comprenons pas ou nous n'aimons pas quelque chose ou la percevons comme une menace, nous l'encerclons. Mais le président américain Barack Obama et ses diplomates ont accru leur présence aux réunions régionales comme le sommet d'Asie orientale, l'APEC et le sommet États-Unis-ASEAN. La moitié des 2500 Marines américains a été déployée à Darwin, en Australie. Et l'accord sur un partenariat commercial transpacifique, impliquant un certain nombre de nations asiatiques, a été conclu l'an dernier. Je pense donc que la région ressent plus la présence militaire américaine qu'avant le lancement de la stratégie.
Et pour les sociétés américaines qui opèrent dans la région, cette présence accrue s'est traduite en profit. Le gouvernement américain peut vraiment préconiser et mieux placer des compagnies américaines pour qu'elles soient capables d'avoir une chance raisonnable. Mais M. Massicourt dit qu'en Asie du Sud-Est, les nations sont toujours en train d'évaluer les progrès de la stratégie. Les pays de la région se demandent toujours quel est le résultat véritable de cette stratégie. Sur le plan symbolique, il y a eu des progrès à travers la présence américaine aux réunions de la région. Mais en réalité, qu'avez-vous effectivement accompli? Une autre question que les nations du Sud-Est asiatique vont poser lors du sommet États-Unis-ASEAN est la suivante. L'engagement des États-Unis dans la région se poursuivra-t-il avec le prochain président des États-Unis? Les représentants de la Maison-Blanche disent que le nouveau partenariat stratégique États-Unis-ASEAN fait partie d'un système qui survivra à la présidence d'Obama. Et nous poursuivons avec la conférence sur la sécurité qui s'est tenue dans la ville allemande de Munich. Les pourparlers se sont concentrés sur la menace posée par les militants du groupe État islamique avec des inquiétudes croissantes liées à la Libye. L'envoyé spécial des Nations Unies dans le pays s'est montré confiant quant à la formation d'un gouvernement d'unité nationale, bien que les délégués s'inquiètent du manque de progrès. Comprenant près de 6000 combattants en Libye, le groupe État islamique s'est engagé à mener davantage d'attaques. Et pour les délégués présents ici à Munich, il s'agit d'une crise qui ne peut pas être ignorée. Chaque heure, chaque jour qui passe, le processus politique est retardé. Il n'arrive pas avec un gouvernement qui soit suffisamment efficace pour répondre aux problèmes sécuritaires. Chaque journée perdue est un jour de gagné pour le groupe État islamique. Le groupe État islamique s'est servi de la crise politique dans le pays pour gagner davantage de terrain. Et les délégués indiquent que la campagne aérienne menée en Syrie et en Irak pourrait aller jusqu'en Libye. Et compte tenu de ce qui s'est passé la dernière fois, c'est là une inquiétude particulière pour de nombreux députés européens. Et parmi les opposants à de possibles frappes aériennes, l'ancien chef des Nations Unies, Kofi Annan. Il ne s'agit pas spécifiquement d'un problème musulman. Une enquête de la Banque mondiale datant de 2011 a montré que 40% de ceux ayant rejoint les mouvements rebelles déclarent être motivés par le manque d'emploi. Et avec ces faits à l'esprit, il est évident qu'une autre guerre contre le terrorisme, cette fois en Afrique, n'a pas plus de chances de réussite que la précédente. Beaucoup voient le fait que l'Afrique n'a pas été le principal sujet de discussion comme un élément positif, un signe que le continent surmonte certaines de ses difficultés passées. Mais il y a également de véritables inquiétudes que la Libye et ses voisins pourraient constituer un terrain fertile pour le groupe État islamique. Et une action urgente est nécessaire pour éviter cela. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a déclaré qu'il espérait parvenir à un accord avec le Royaume-Uni d'ici la fin de la semaine, un accord afin de faire en sorte que le pays continue de faire partie de l'Union européenne. Tusk a effectué cette déclaration suite à sa rencontre avec le président français, François Hollande. Le Premier ministre britannique David Cameron espère obtenir un certain nombre de réformes quant au statut du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne à l'issue du sommet des dirigeants européens qui se tient à Bruxelles jeudi et vendredi. Il veut que les Britanniques participent à un référendum quant au maintien du pays au sein de l'Union. Les négociateurs britanniques et européens sont déjà d'accord sur la plupart des réformes de ce statut, mais des mesures concernant notamment les politiques migratoires demeurent problématiques. Chaque jour, près de 2000 réfugiés entament leur dangereux périple en bateau en direction de l'Europe. Ce nombre a été multiplié par 10 par rapport à l'année dernière, mais un nouveau plan a été mis au point par l'OTAN afin d'enrayer cette augmentation et de sauver des vies par la même occasion. Des secouristes turcs font tout leur possible pour arriver sur place aussi vite qu'ils le peuvent. Une embarcation d'une dizaine de mètres transportant des réfugiés syriens vers la Grèce a chaviré. Un garde-côte plonge pour venir en aide à un survivant. Pelen Hussein est accroché à la seule partie du bateau qui émerge encore. Lorsqu'il est ramené à bord, il tremble de peur et de froid. Surtout, il est en état de choc. Le temps qu'il a passé dans les eaux froides fait qu'il souffre d'hypothermie. Le sergent qui l'a repêché le calme et le prépare pour son évacuation par hélicoptère. Hussein est emmené à l'hôpital. Il survivra, mais personne ne sait ce qu'il adviendra de lui par la suite. Et Hussein fait partie des plus chanceux. Seulement 6 personnes ont survécu à ce naufrage. Les autres passagers, 16 adultes et 11 enfants, sont morts noyés. Depuis le début de l'année, l'Organisation internationale des migrations estime que plus de 70 000 réfugiés ont fait le choix de cette traversée. Plus de 300 d'entre eux ont péri en chemin.
Nous envoyons des navires dans la direction appropriée. La semaine dernière, le commandant en chef des forces alliées de l'OTAN a annoncé une nouvelle mission et plusieurs navires ont immédiatement été envoyés en direction de la mer Égée. Il ne s'agit pas d'arrêter ou de repousser les bateaux de réfugiés. L'OTAN souhaite contribuer aux missions de surveillance visant à empêcher le trafic humain et les réseaux criminels. L'OTAN tente d'identifier les passeurs qui affrètent ces bateaux. À l'heure actuelle, la seule certitude de l'organisation tient à la route empruntée par les réfugiés. Leur voyage débute en Syrie, d'où ils s'échappent en passant par la Turquie. Ils embarquent ensuite en direction des îles grecques qui se situent dans la mer Égée. Puis de Grèce, les réfugiés tentent d'atteindre l'Allemagne et d'autres États européens. D'autres réfugiés font le même voyage depuis l'Irak, l'Afghanistan et l'Érythrée. Cet afflux pourrait amener l'OTAN à étendre son intervention au-delà de la mer Égée. Ce point est actuellement en cours de discussion. Des avions saoudiens se posent à l'heure actuelle dans la base turque d'Incirlik. L'Arabie saoudite se dit prête à envoyer des troupes au sol en Syrie si l'OTAN et la coalition menée par les États-Unis en font de même. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition présentée par Jonathan Messina. Bonjour Jonathan. Bonjour Aïssa. Quelle est la une d'aujourd'hui la Chine? Je vous propose aujourd'hui de commencer par parler des récentes émeutes qui ont eu lieu à Hong Kong. Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong a fait savoir qu'une commission d'enquête indépendante sur les émeutes de Mong Kok était inutile. Regardons. C'est lundi par voie de communiqué que le gouvernement de Hong Kong a déclaré que les émeutes survenues sur l'île étaient un incident violent et d'ajouter que la police avait ouvert une enquête visant à conduire les coupables devant la justice. Le gouvernement a précisé que Hong Kong profitait maintenant d'un accès libre à l'information et que la région administrative spéciale était une société très démocratique et transparente. Dans le communiqué, il est précisé que les Hongkongais bénéficient de la liberté d'expression et sont à même d'exprimer leurs opinions et leurs aspirations concernant les problèmes sociaux et le gouvernement en utilisant différents moyens. Cependant, les commentaires et les demandes ne peuvent être exprimés sous la forme d'actes violents ou illégaux. Par ailleurs, l'ex-chef du bureau de la sécurité de Hong Kong, Ambrose Lee, a déclaré lors d'une émission de radio qu'il était choqué par les émeutes survenues à Mong Kok. Il a évoqué des forces politiques derrière ces affrontements, des forces qui incitent la jeunesse à prendre de mauvaises décisions. Enfin, il a ajouté que ces émeutes avaient été préméditées et que les participants avaient tendu une embuscade aux officiers de police durant le festival du printemps, période au cours de laquelle la présence policière est réduite. Économie maintenant, le commerce électronique transfrontalier pourrait devenir l'un des moteurs du commerce extérieur chinois. Les habitants de Shenzhen ont su profiter du système pour acquérir des produits importés durant la fête du printemps. Le shopping transfrontalier est devenu à la mode dans la zone de Tianrai à Shenzhen. Les touristes viennent ici pour sélectionner leurs produits parmi des milliers de biens achetés en ligne. Nous avons acheté du vin directement de la cave et les prix sont bas. C'est même moins cher qu'à Hong Kong. Acheter des produits directement à la sortie de l'usine permet de maintenir les prix bas. Acheter en ligne est toujours une bonne option. Les prix sont jusqu'à 25% moins chers que dans les boutiques grâce à une politique de taxation favorable. Beaucoup d'habitants en tirent avantage. Je suis venue ici spécialement pour acheter des produits importés, des choses à manger, des choses à utiliser, et c'est pratique pour moi. Plus d'1 million de yuan de produits ont été importés via Tianrai l'an dernier. Les experts disent que la hausse du volume commercial pourrait aider au développement d'une chaîne industrielle. Nous pourrions rassembler toutes les activités ici à Tianrai, comme les expos, les capitalisations, la logistique, etc. De cette façon, nous pourrions former un écosystème complet. La Chine espère utiliser le commerce électronique transfrontalier pour maintenir la croissance de son commerce extérieur. Des programmes pilotes ont été lancés à Shanghai et Hangzhou. En même temps, différents programmes gouvernementaux travaillent à échanger les informations pour améliorer leur efficacité opérationnelle. Société maintenant, la fête du printemps est terminée. Le congé d'une semaine a une fois de plus montré l'appétit grandissant des Chinois pour les achats, les sorties au restaurant et les voyages.
Les dernières statistiques du ministère du Commerce font apparaître un nouveau record de dépenses dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration du pays, avec des recettes accumulant 750 milliards de yuans, soit 115 milliards de dollars. C'est une hausse de 11% par rapport à la même période l'an dernier. La plupart des dépenses de vacances s'est portée sur l'alimentation, le tabac et l'alcool. La bijouterie et les équipements numériques ont aussi été des articles populaires pendant les vacances. Les données montrent aussi que les ventes au box-office dans les cinémas, pendant les 3 premiers jours de Nouvel An chinois, ont bondi de 80% par rapport à l'an dernier, à 1,7 milliard de yuans. C'est presque égal au total de la totalité du congé d'une semaine de l'an dernier. Le tourisme est devenu une option populaire pour les Chinois riches. À l'intérieur, les activités traditionnelles de la fête, les sources thermales et les sports d'hiver ont grandement bénéficié des sorties des gens. On estime à plus de 5,7 millions les voyages à l'étranger effectués par des Chinois pendant les vacances. Les 3 destinations les plus populaires étaient la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud. Les touristes chinois sont en effet connus pour leur capacité à dépenser lorsqu'ils sont à l'étranger. Mais les choses sont en train de changer. Ce n'est pas leur pouvoir d'achat qui évolue, mais plutôt le type de produit qui les intéresse. On les appelle souvent les porte-monnaies ambulants. Les touristes chinois envahissent les centres commerciaux en France armés de cartes de crédit et d'argent comptant. Les autorités françaises estiment que 2 millions de touristes chinois ont visité la France en 2015, une augmentation de plusieurs milliers de personnes. Et en moyenne, chaque touriste chinois dépense plus de 5 000 € en France. 47% de leurs dépenses sont consacrées au shopping. C'est pour cette raison que les centres commerciaux français dans les centres-villes et en banlieue adorent les touristes chinois. Les Galeries Lafayette ont fait 50% de notre chiffre d'affaires avec la clientèle française et 50% avec la clientèle touristique. Et qu'au sein de la clientèle touristique, la clientèle chinoise est notre première clientèle étrangère. Nous avons reçu l'année dernière beaucoup de clients chinois et notre chiffre d'affaires a augmenté de 40%. Notre première nationalité en termes de chiffre d'affaires détaxé est la Chine. Et les Chinois changent le portrait de la consommation. Si aujourd'hui on constate une forte évolution justement sur des marques, c'est bien que c'est une clientèle chinoise qui devient de plus en plus mode et qui prend du temps pour acheter les marques qui l'intéressent. Les marques de luxe ne sont plus au sommet de la liste des achats des touristes chinois. Maintenant, la consommation de marques spécialisées et de produits de milieu de gamme ont atteint de nouveaux sommets. Les dépenses lors des achats en magasin, en comparaison à celles pour le logement et la nourriture, sont en baisse. Je pense que c'est parce que les touristes chinois sont de plus en plus rationnels en matière d'achat. Ils s'intéressent plus aux loisirs et au divertissement, pas seulement aux dépenses. Les touristes chinois sont encore les plus grands consommateurs du monde. Mais ce n'est plus seulement pour les biens. Ils veulent passer du temps à vivre une expérience pendant qu'ils sont en vacances. Et c'est tout pour aujourd'hui la Chine. Retour au plateau avec Raïssa Girondin. Merci beaucoup Jonathan pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur CCTV Conseil.